Annonce majeure, je serais tenté de dire annonce énorme hier. Plus de 11 milliards vont être investis par le gouvernement fédéral, évidemment par la Défense, pour l'achat de 6 brise-glaces. Marcel Poulain, vice-président Affaires publiques et partenariats stratégiques chez Davy, est avec nous. Bonjour, M. Poulain. Bonjour, M. Dumont, merci de me recevoir. Je présume que le premier que vous avez construit, a fait bonne impression? Ben, il n'est pas encore construit complètement, mais je pense que c'est 10-12 ans d'efforts qu'on a fait au cours des dernières années pour arriver jusqu'ici. Il n'y a pas seulement le brise-glace polaire, il y a les brise-glaces, les MIB qu'on appelait les brise-glaces moyens qu'on a livrés à la garde côtière entre 2018 et 2022. Il y a le Astérix qu'on a livré en 2018, il y a les travaux sur la STQ, il y a les frégates sur l'armée canadienne qu'on travaille. Donc, cette constance-là et cette façon de travailler, d'apporter des façons innovatives, de sauver de l'argent au gouvernement, font en sorte qu'aujourd'hui, on se positionne pour le plus gros contrat de la Stratégie nationale de construction navale, un contrat de 11 milliards pour la construction de 6 brise-glaces. Donc, c'est une journée de grande fierté. Ouais, je pense que c'est aussi le plus gros contrat de l'histoire de la Davy. C'est le plus gros contrat de l'histoire de la Davy, c'est sûr et certain. En construction navale, c'est rare qu'on donne des contrats de 6 navires. C'est ce qui fait en sorte que ce contrat-là est aujourd'hui le plus grand contrat là, ici au Canada. Ça représente, si on essaie de résumer, ça représente combien de jobs pendant combien d'années? Ben, on parle d'environ 5 000 emplois pendant les 12 prochaines années. Ça va être 5 000 emplois là, partout à travers la chaîne d'approvisionnement, à travers le Québec. Au chantier Davy, là, ça va être plus que 2 000 emplois là, directs. On dit des bons jobs bien payés. C'est exagéré ou c'est vrai, ça? Ben, c'est quand même pas exagéré dans le sens qu'on a un salaire moyen là, au chantier de plus de 100 000 $. Donc, je pense qu'on peut comprendre là, assez facilement que c'est des salaires très intéressants avec une stabilité d'emploi et aussi une capacité là, d'évoluer à travers la business au cours des années. Donc, c'est des avantages sociaux là, super intéressants. Donc, je pense que de ce côté-là, on est très, très bien positionné pour aller recruter tous les gens dont on a besoin. Donc, mettons des dates là-dessus. Là, vous commencez la construction quand? Vous livrez le premier des 6 quand? Vous finissez le contrat des 6 quand? Ben, ça va être dès l'automne prochain. On va commencer la découpe d'acier pour le premier brise-glace de programme. 5 ans plus tard, on va livrer le premier brise-glace de programme et après ça, on va en livrer là, plus ou moins au cours des prochaines années pour finir en 2038-2039 la livraison. Donc, c'est presque un par année là, à partir de 2031. Là. Exact. Ouais. Eh bien, bravo. Merci de nous avoir parlé ce matin. Ça fait plaisir. Au revoir, Marcel Poulain, vice-président Affaires stratégiques chez Davy. Francis Gosselin qui s'est joint à moi pendant l'entrevue. Salut. Énorme comme contrat. 5 000 bonnes jobs pendant 12 ans, c'est pas pire. Ouais, puis là, bon, M. Drainville doit être quand même assez content. Oui, oui politiquement, c'est sûr. Autant pour son portefeuille ministériel que c'est dans son coin. Là, fait que c'est une très bonne nouvelle, évidemment, pour tout le monde. Puis comme le disait M. Poulain, là, c'est les emplois, c'est la stabilité aussi. On vit actuellement, Mario, évidemment, on en parle tous les jours, là, énormément d'incertitudes. Mais là, d'avoir ça, cette espèce de constance dans cette région avec des jobs très payantes, avec une stratégie aussi d'approvisionnement là, qui va permettre d'embaucher plusieurs fournisseurs locaux. On dit que ça va être de l'acier qui va être canadien. L'acier canadien, donc, c'est tout ça. Là, ultimement, ça donne une prévisibilité dans cette période qui est, on va se le dire, assez imprévisible. Je suis curieux de t'entendre d'un niveau macroéconomique parce qu'on dit spontanément, mais là, c'est le genre de contrat qui remplace ce qu'on va perdre avec les Américains. Il reste que quand tu vends tes produits aux États-Unis, c'est comme tu rentres de l'argent neuf dans le pays. Ouais. Là, c'est le Canada qui va dépenser nos taxes et, emprunter beaucoup pour... Puis là, on le sait, on a du retard dans notre défense. Donc là, on réinvestit dans notre défense. Puis bon, tant mieux si ça vient à Lévis plutôt qu'à Halifax ou en Colombie-Britannique pour le Québec. Mais il reste que c'est pas comme de l'argent neuf qu'on rentre dans le Canada. Là. C'est l'argent de nos taxes, de nos impôts et des emprunts sur la tête de nos enfants. L'impact macroéconomique, est-ce que c'est
Macroéconomiquement, tu sais, là, on parle de 11 milliards jusqu'en 2038, tu sais, fait qu'à la limite, je te dirais que c'est quasiment négligeable. Je veux pas être plate, mais tu sais, l'économie canadienne, c'est 2500 milliards, là, presque 3000 milliards par année. Tu sais, ça revient à 1,5 milliard par année, là, sur une période de plus de 10 ans. C'est correct. Mais tu sais, il faut regarder ça, plus, tu sais, plein d'autres, là, les blindés légers, là, tu sais, il y a quand même pas mal d'annonces. Puis, ultimement, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire, mais après, on défera le gouvernement, on changera d'orientation, mais on a décidé, ou en fait, M. Carney a décidé suite à son élection, qu'on allait mettre 2% de notre PIB dans la défense, puis éventuellement 5%. Ben c'est ça. Fait une fois qu'on a dit qu'on mettait cet argent-là, j'aime aussi bien que ce soit à la Navy, puis peut-être dans l'aéronautique ici, éventuellement avec Bombardier, puis d'autres, que d'acheter des F-35, puis des sous-marins allemands. Tout ça est beau, mais à un moment donné, de prioriser les capacités industrielles québécoises et canadiennes, c'est tant qu'à dépenser l'argent, en tout cas, aussi bien le dépenser chez nous. Puis là, tu sais, ultimement, c'est des jobs payantes, mais des jobs payantes, c'est pas juste, c'est le fun parce que tu peux t'acheter une belle auto, là, mais une job payante, typiquement, c'est parce que c'est une job qui requiert une qualification. Fait que, tu sais, l'ingénieur, puis le technicien, puis le soudeur de pointe, après, il se tourne de bord, puis il va fabriquer peut-être d'autres choses pour le marché américain ou le marché européen. Fait que de fabriquer des projets de cette ampleur-là, ça donne c'est sûr, tu développes de la grosse expertise. Que tu peux tu sais, faire des, je sais pas, des fusées puis des toutes sortes d'autres affaires après qui requièrent ce type de talent-là. J'aime aussi bien ça que d'investir dans des jobs à faible valeur ajoutée, que c'est juste deux bras, deux jambes, là, tu sais. Fait qu'ultimement, c'est doublement excitant, je pense, pour le Québec de savoir qu'on crée de cette manière-là une industrie puis un savoir-faire régional là, dans la région. C'est drôle parce que je suis convaincu, tu sais, juste sur le plan des perceptions, mettons, il y a 10-15 ans, là, si on avait dit au Québec, le Canada va investir dans la défense prochainement, on aurait eu l'impression que le Québec, on n'était pas dans ce... Parce que tu sais, on n'aime pas ça au Québec parler du militaire. Alors que finalement, tu sais, OK, on investit dans la défense, puis le Québec va aller chercher plus que sa part, là. Aéronautique, bateaux, même munitions, armes. C'est vraiment en train de changer. Hein. J'ai eu la chance, moi, ces derniers mois, là, d'assister à des forums. Là. Il y en a eu un sur la Rive-Sud, dans le coin de Longueuil, avec tous les fabricants sous-traitants de l'aéronautique, etc. Puis, il y a plein... C'est plus tabou, là. C'est plus tabou. Puis dans le Nord, le Mirabel, là, les drones, puis tout autour de l'ancien site de Mirabel, ils font des tests. Il y a des tests dans l'automobile autonome, puis tout ça à destination éventuellement du militaire très avancé. On est en train de positionner nos actifs existants. Puis tu sais, ça revient à ce que je disais hier, puis ce que je disais depuis quelques jours. On a des actifs, tu sais, on a un ancien aéroport qui sert plus à grand-chose. Coudon, on peut-tu faire quoi avec ça pour le militaire? Fait que moi, ça me rend heureux dans une certaine mise à jour du matin sur les tarifs. Là, ce matin, 9h, les briefings aux médias sur les contre-mesures, les contre-tarifs, les mesures d'aide. À 11h, vraiment, les ministres vont présenter aux médias l'ensemble de la politique. T'en penses quoi? Ben, j'en pense que là, il faut voir quels produits ont été sélectionnés. Je devine qu'ils n'ont pas fait ça dans la nuit d'hier. Là. Ça fait quand même un certain temps qu'on est en négociation avec les Américains. Il y avait déjà, je le rappelle, une liste qui avait été rendue publique, là, celle-là, en avril dernier, là, quand M. Trump avait menacé là, de tarifs plus larges. Finalement, on avait eu juste les tarifs de la section 230-32, là, fait que sur l'acier et l'aluminium, mais au début, on pensait que le Canada allait être visé là, par les tarifs généraux comme les autres pays. Donc, on avait une première liste qui avait été diffusée. Est-ce qu'elle a changé entre-temps? Peut-être, mais ça ne devrait pas être complètement étranger à ça. Fait que grosso modo, c'est un mix de produits de consommation courante. Là. On parle d'électroménager, d'appareils électroniques, de différentes choses qui peuvent nous affecter, nous, dans notre panier de consommation. Après, ce que le gouvernement canadien va sûrement privilégier, c'est des produits où il y a une alternative. Fait que si tu as une laveuse sécheuse américaine, ben, tu peux acheter la coréenne ou la japonaise ou la chinoise. Faut éviter de viser une catégorie de produits où il y a juste les Américains qui nous approvisionnent parce que là, si tu mets un tarif de 50%, tu vas le payer. Mario, puis Francis, puis Alex, puis tout le monde, on paye 50% de plus. L'autre affaire, ça va être sur les intrants industriels. Là, l'acier, l'aluminium, on sait que nous, on est sujet. Est-ce qu'on va imposer des tarifs significatifs sur la machinerie agricole, sur les technologies de réseau? Puis là, ce qui est plate, c'est que c'est nos PME qui vont finir par payer ça. Encore une fois, est-ce qu'il y a des alternatives? Moi, je connais des gens, Mario,
qui sont dans le domaine de l'électronique. Il y a une grosse partie qui transite par les États-Unis. Ça vient des fois de l'Asie, mais là, ça serait très compliqué pour eux là, s'il y a des tarifs qui s'ajoutent à ça. Ça va faire diminuer leur profitabilité, même les mettre dans des situations très, très, très difficiles. Donc, j'ai bien hâte de voir la liste. Ouais. Puis après ça, la liste, c'est comme toujours, nos 500 produits, peut-être que ça va être 500 produits. Là, regardez un par un, quel impact ça va avoir. Mais c'est sûr qu'on va suivre ça avec le plus grand intérêt. Je t'en parlerai demain. Midi. Merci, Francis. Merci.